Un point sur le négoce bordelais. Très vite, la question c'était de savoir, ok, pour mesurer de la même façon qu'on a pu le faire pour les CAP coopératives, l'évolution de la concentration, de phénomène de concentration auprès des négoces, encore faut-il arriver à discerner avec précision ce qu'est un négociant. Qui est négociant à Bordeaux, qui ne l'est pas. Je m'explique. Évidemment, je vais, premier réflexe, à l'Union des maisons de Bordeaux, qui est l'organisme professionnel, l'association professionnelle qui regroupe les maisons de négoce de Bordeaux, qui recense, bon an, mal an, à peu près 400 négociants sur la place de Bordeaux. Et d'ailleurs, lorsque vous demandez à des professionnels ici sur la place de Bordeaux, à la question assez basique « Combien êtes-vous ?», ils vous répondent assez communément ça. Je m'interroge, j'interroge d'autres personnes, etc. Oui, c'est peut-être un peu, le chiffre est un peu large, etc. D'autres professionnels avertis me disent à 150, on est certainement plus proche de la vérité. Et chemin faisant, je continue mon investigation. Je vais au tribunal de commerce, au greffe, pour identifier, recenser le nombre d'entreprises qui sont référencées sous le code. Alors à l'époque, c'était 513J, hein, qui reprend alors, la notion d'opération de commerce de gros en vin et distribution, etc., etc. Et là, j'en dénombre 783. Et je suis face à, on est face à un problème, c'est-à-dire que je veux analyser le phénomène de concentration, sauf que j'ai une asymétrie d'information qui me permet, j'allais dire que difficilement de dire ça. Alors, on prend un parti pris que je défends, et que je trouve d'ailleurs de façon tout à fait objective défendable, c'est de considérer légitimement que ceux qui sont négociants peuvent se prévaloir peut-être un peu plus que les autres, encore une fois, dans cette espèce d'asymétrie d'information, de maelstrom, j'allais dire, sur la définition de négociant, les membres de l'Union de Maisons de Bordeaux, les gens qui acceptent de faire partie d'une association professionnelle pour partager, pour dire un certain nombre de choses au sujet de la fonction négoce. Bref, et je vais y venir après, et donc je me suis intéressé plus précisément à ces maisons de Bordeaux, qui ont fait partie de l'Union des maisons de Bordeaux, et qui ont pu vivre ou connaître des opérations de concentration. Bref, parenthèse refermée, mais tout ça pour dire que cette question et son étude, pour le cas des maisons de Bordeaux, s'est heurtée initialement à ce petit problème. Deuxième chose quand même qu'il faut noter, c'est que, en grattant un peu et en réfléchissant, oui, je reprends le chiffre de 783, entreprises identifiées ou recensées sous ce code NAF, et on s'aperçoit, oui, d'un éclatement assez extrême géographiquement. On trouve des personnes ayant l'activité dite de négoce partout dans la Gironde. Allais-je dire, pourquoi pas, hein, même si on en trouve un certain nombre dans des régions qui ne sont pas du tout productrices, mais bon, peu importe. En revanche, ce qui est un fait, c'est que l'immense majorité d'entre elles sont de très très petites structures, de moins de 2 salariés. On a donc, d'un point de vue organisationnel, un secteur et un métier qui est extrêmement atomisé, avec de toutes petites structures. Et d'ailleurs, en poursuivant un peu les recherches, on s'aperçoit, lorsqu'on essaie de distinguer ou de préciser un peu ce point de vue sur Bordeaux, que les 10 plus grosses maisons de Bordeaux concentrent à elles seules à peu près 70% de l'activité de distribution. Ça, c'est l'évolution, c'est un autre élément, là encore discutable, mais que je défends par rapport au parti pris que j'évoquais tout à l'heure, de l'évolution des membres de l'Union des maisons de Bordeaux, où l'on voit bien que là où il y a une quinzaine d'années, on était à peu près 150 membres, on est passé, on baisse depuis le début des années 2000, avec un nombre de membres inférieur à 100. C'était la première fois, c'était historique. Et on le doit, non pas, je crois que plein de choses et les intérêts défendus par l'Union sont tout à fait certains, encore une fois, je crois véritablement à la place fondamentale, au rôle et à la place fondamentale sur Bordeaux, mais on le doit tout simplement, je n'ai pas le détail ici, mais dans l'article, à un certain nombre d'opérations de concentration qui ont vu le jour et se sont accélérées incontestablement depuis le début des années 2000. Oui, il est clair, quelle que soit d'ailleurs l'activité coopérative ou négoce, lorsqu'on interroge les intéressés, que les situations de crise ont favorisé ces rapprochements. On a donc été dans de la réaction plutôt que de la proaction, ce qui n'est pas finalement très surprenant,
Mais ces rapprochements n'ont pas été ou ne sont pas faits naturellement. Premier enseignement. Deuxième enseignement, ce que j'évoquais tout à l'heure, la fusion est privilégiée par les coopératives, plus que l'acquisition. Elle recherche plus une proximité d'organisation et de culture qu'une proximité géographique. L'identité territoriale auquel on pense que les coopératives sont très attachées, et d'ailleurs souvent vécue comme elle comme question parfois comme un problème, et il en ressort que les fusions qui ont le mieux marché, qui sont le mieux vécues ex post par les acteurs, sont, lorsqu'on leur demande quelles sont les raisons selon vous, sont très souvent des coopératives dont ils disent qu'elles avaient une culture et une organisation qui étaient similaires de la leur, beaucoup plus qu'une proximité géographique. Lorsqu'on regarde factuellement aussi les opérations stratégiques opérées par le négoce, on s'aperçoit que ici, il est privilégié clairement l'acquisition, sur des opérations d'acquisition, Et dans les deux cas, aussi bien coopératives que sur les maisons de négoce, les enjeux de taille sont les plus directement cités. Comme pour les coopératives, ici, la question de réalisation d'économies d'échelle, qui est en théorie la plus souvent défendue, est jamais la première citée. Ces objectifs, alors, puisqu'il ne s'agit pas d'économies d'échelle, ce sont bien des objectifs commerciaux. Les objectifs de développement sont privilégiés face aux perspectives de réalisation d'économies d'échelle, avec, dans l'ordre, d'abord cité la croissance des volumes, diversification, élargissement de la gamme. C'était la première conclusion de ce travail, à la lumière de ces éléments, à la lumière de ce que l'on pouvait apporter en matière de comportement et d'organisation, aussi bien sur les coopératives que le négoce. On assiste bien aujourd'hui à un processus de restructuration, de concentration de la filière en Aquitaine. Je crois qu'il y a certainement évidemment des gains à réaliser en matière de compétitivité avec une filière qui serait un peu plus intégrée. Il faut bien avoir à l'esprit que, contrairement à ce qu'on pense, la filière, hormis en Australie et encore dans quelques pays, n'est pas plus fragmentée ici qu'ailleurs. En revanche, ça débouche sur une question, au-delà de la question d'ordre politique. Que vaut-il mieux? Vaut-il mieux une filière fragmentée, employant plusieurs dizaines de milliers d'individus et respectant un équilibre social construit depuis des années, ou à charge éventuellement d'en perdre quelques bénéfices en matière de compétitivité aujourd'hui dans ce contexte mondial, ou faut-il poursuivre des mouvements de restructuration plus profonds qui, à mon avis, pourraient apporter quelques bénéfices, mais avec potentiellement des questions d'ordre social qu'il conviendra évidemment de bien mesurer auparavant. Voilà. J'en reste là pour l'instant. On reprendra tout à l'heure à Patrick pour poursuivre.